Salut à tous. Là, on va aborder un sujet important. Les professionnels de santé ne comprennent pas ce qu'est une CPTS, ni dans sa nature, ni dans sa structure, ni dans ses impératifs, ni dans ses objectifs, ni en pas grand-chose. Les professionnels de santé voient la CPTS comme un objet dangereux, comme un objet d'entrisme de l'État contre les professionnels de santé. Là, on va en parler avec ICRAM et essayer d'éclairer un petit peu la lanterne des professionnels de santé libéraux du territoire et démystifier, casser des idées reçues pour que vous adhériez au CPTS et que vous participiez à ce beau projet. Qui es-tu, Ikram? Je suis la coordinatrice de la CPTS des Hauts-de-Bièvre. Donc c'est quoi une CPTS? C'est une communauté Non, professionnelle non, pas du tout. Non, Non, pas du pas du tout. tout, Ikram, pas du C'est tout. pas une CPTS, Non, c'est non. pas une communauté. D'abord, Alors, notre qui je suis? CPTS, c'est quoi? C'est quoi le mot Alors, CPTS? c'est Communauté professionnelle territoriale de santé. D'accord. Nous, on est quel territoire? On est où? On est dans quel Alors, pays? on est en France déjà, pour commencer. La CPTS des Hauts-de-Bièvre, c'est une CPTS qui regroupe 6 communes, 5 dans le sud du département du 92 et une dans le département du 91. Donc on est sur Le Plessis-Robinson, Sceaux, Bourg-la-Reine, Châtenay, Antony et Vissou. C'est une grosse CPTS, une petite CPTS, une CPTS, Alors, c'est que c'est c'est... une grosse CPTS, parce que c'est une CPTS de taille 4. La taille de la CPTS, elle est définie par rapport à la population. Donc, les CPTS sont de taille 1 à taille 4. Donc, on est une grosse CPTS, parce qu'on regroupe une population de plus de 178 000 habitants. Alors juste pour faire clair, la taille n'est pas corrélée au nombre de communes. Nous, on a des communes de taille grande à petite, ce qui fait qu'il y a 6 communes qui contribuent, qui participent, qui constituent notre CPTS. Mais on a des communes où il va y avoir 170 000 habitants, et donc en fait, ce sera un niveau 4 de CPTS, mais avec une seule commune. C'est important parce que nous, en fait, on doit dealer avec 6 communes, donc 6 mairies, donc des bassins de population qui sont pas homogènes, alors que dans une commune unique, la maîtrise est plus évidente. Comment toi, en tant que coordinatrice, depuis 2 ans et demi, Mhm. qui t'occupe d'une CPTS dont la spécificité est qu'elle est urbaine, comment tu définirais ce que c'est une CPTS? Qu'est-ce que t'en dirais? Vu que tout le monde dit on comprend pas, et que c'est vraiment récurrent, on nous dit on sait pas ce que c'est une CPTS. Alors, pour être simple, une CPTS, pour moi, c'est un réseau de professionnels de santé. C'est une boîte à outils pour les professionnels de santé du territoire de la CPTS. Donc, ça permet aux différentes catégories de professionnels de santé, c'est-à-dire on ne peut pas s'adresser qu'aux médecins, qu'aux pharmaciens, c'est vraiment toute catégorie professionnelle de santé, que ce soit libéral, hospitalier, des professionnels du social, du médico-social. Donc, une CPTS, ça permet de travailler ensemble pour porter des projets et répondre à un besoin de la population sur le territoire de la CPTS. Alors moi je rajouterais 2 choses. Un, c'est casser un mythe. Dans la création d'une CPTS, on a au début un petit peu d'argent par l'ARS et on constitue le dossier d'une CPTS, mais on en reparlera un peu plus tard, mais je veux parler de ces 2 points-là qui sont importants. On a un début de financement par l'ARS, puis ensuite notre financement de fonds, qui est pérenne sur 5, 6 ans, 10 ans, maintenant c'est renouvelable chaque année. Notre dialogue, il est avec la CPAM. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un organe payeur qui est la CPAM, mais nous sommes indépendants. Ça veut dire que, ICRAM, comment est-ce que tu dirais notre relation avec l'organe payeur? Alors, pour éclaircir ce point-là, donc la CPTS, elle est déjà, dans un premier temps, c'est un projet qui est écrit, qui est validé par l'ARS et qui est financé par l'assurance maladie. Alors, en signant un accord national qui s'appelle l'ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel, qui définit un cadre. Donc ce cadre-là, c'est des missions auxquelles les professionnels de santé ont la liberté de répondre à ce cadre-là, qui est défini par l'assurance maladie. Des missions socles.
C'est-à-dire c'est des missions princeps, des missions de base dans lesquelles on peut mettre beaucoup de choses. Exactement. Donc les missions, on a l'accès aux soins, la prévention, le parcours pluridisciplinaire du patient, on a répondre à une crise sanitaire, à une situation sanitaire exceptionnelle. Et puis, on a des missions optionnelles qui sont l'accompagnement des professionnels sur le territoire et la pertinence des soins. On voit bien dans ces 6 titres, donc l'accès aux soins, la prévention, la pertinence, la situation sanitaire exceptionnelle, etc., que ce sont des titres princeps dans lesquels on peut mettre beaucoup de choses. Et c'est là où c'est intéressant, la CPTS, c'est que en réalité, il n'y a pas 2 CPTS qui sont les mêmes. On a chacun nos projets, on a chacun, dans chaque mission socle, des objectifs qui sont différents. Et donc, on a une relation intelligente. Je prends cet exemple-là. On s'occupe beaucoup de la santé des personnes en fragilité. Et cette année, au Débeauté, on est allé voir la CEPAM et on a dit on aimerait rajouter l'étude de la maltraitance infantile sur notre territoire. Alors que notre dialogue de gestion était en signature. Eh bien la CEPAM a dit oui, c'est une bonne idée, quels sont les moyens que vous allez mettre en place? Et on a discuté de notre stratégie, on a dit qu'on travaillait avec la faculté, on a dit qu'on avait recruté une étudiante en Master 2 et qu'on comptait pérenniser en fait cette interaction en la prenant comme doctorante ensuite pour avancer sur le projet. Et la CEPAM, elle n'a pas été bégueule, elle a dit ok, on va mettre une enveloppe. Et ça aborde le deuxième point, c'est que ok, la CPTS c'est une boîte à outils, ok, ça bosse sur la transversalité, ok, ça travaille sur des besoins locaux. C'est-à-dire un endroit, une géographie, des moyens, quels sont les manques, quels sont les besoins, et on va répondre aux besoins qu'on a identifiés sur un territoire, et on va permettre à nos professionnels de santé d'interagir ensemble. Mais surtout, on a de l'argent, on a des brousoufs pour porter des projets, que ce soit les projets princeps, c'est-à-dire par exemple dire ah ben on va permettre à des médecins de s'installer sur le territoire ou on va faire de la prévention sur le diabète ou sur l'obésité, mais ça permet aussi d'avoir des professionnels de santé qui vont venir et vont nous dire ben moi sur notre territoire j'aimerais bien organiser telle chose ou telle chose, et nous ça nous est arrivé plusieurs fois de financer des actions sur le territoire qui sont portées par les professionnels de santé. Et la finalité de tout ça, c'est de dire que la CPTS, elle appartient aux professionnels de santé qui s'investissent. Donc c'est un lieu qui a de l'argent, qui a des objectifs, mais des objectifs qui sont princeps, mais qu'on va adapter aux besoins que nous, les professionnels de santé, on va identifier. C'est quoi ton rôle dans la CPTS? Parce que quand on parle de CPTS, on va vous parler systématiquement de coordinatrice, de coordination. Et je sais que les professionnels de santé, la coordination, ils en ont à souper de ce terme. Et en fait, ce terme, il ne rend pas grâce à la fonction de coordinatrice, à la fonction de directrice, c'est-à-dire c'est qu'elle est le chef d'orchestre d'une CPTS. Donc Ikram, c'est quoi ton rôle dans la CPTS? C'est bien dit, c'est le chef d'orchestre d'une CPTS. C'est la personne qui va permettre de faciliter les liens entre les différents professionnels, les acteurs, par rapport à un projet qui est porté par ces professionnels. Donc c'est elle qui va organiser, animer, créer les liens avec certaines personnes, répondre aux questions, faciliter la faisabilité de la mise en place des projets, dans l'organisation, dans tout ça. Oui, mais là, Là, je suis un peu trop large. J'étais pas trop dans C'est quoi une journée type pour toi? Non, mais je veux une journée type. J'ai pas de journée type. Si, tu as des journées types. Des journées types, donc tu as le côté administratif où tu vas répondre aux différents mails, tu vas filtrer les différentes demandes de projets des gens, tu vas rencontrer les gens, tu vas accompagner des professionnels pour la concrétisation de leurs projets, tu vas les orienter, tu vas leur permettre de voir, de se mettre en lien, de faciliter les liens. Donc tu vas mettre en contact des gens, tu vas répondre aux appels téléphoniques, tu vas structurer les projets,
Tu vas répondre aux demandes des gens qui ont des projets et qui ont besoin d'une maman pour structurer, rédiger. Quand il va y avoir un besoin d'une compétence, tu vas faciliter, tu vas appeler, tu vas solliciter les gens pour répondre à ça. C'est ça, mettre en lien Tu les vas gens. t'occuper de tout ce qui est administratif, ça tu l'as dit, mais l'administratif, ça peut être la gestion de la location d'un logiciel, ça peut être l'organisation d'une vidéo, ça peut être trouver un bureau, ça peut être faire un... Ça peut être, c'est en fait, pareil. c'est toute l'infrastructure en réalité, c'est ça qu'il faut comprendre. Et moi je pense que le choix... On peut avoir le choix qu'on veut sur un coordinateur ou une coordinatrice. Nous, notre point de vue, c'est que notre coordinatrice, elle n'est pas que la personne qui obéit à ce qu'on lui demande de faire, c'est quelqu'un qui, in fine, prend des initiatives et finit par être le centre névralgique. Alors oui, moi je suis le président de la CPTS et je porte des projets et j'agis et à certains moments, il faut que je me déplace. La dernière fois, Ikram, elle m'a dit, David, tu vas te déplacer et on va aller à la Chartraine pour rencontrer le directeur de l'EHPAD parce que c'est important que tu viennes. Donc elle sait aussi tisonner les gens pour dire, non mais là on a besoin de toi pour que tu le fasses. Mais pour le faire, pour ce faire, il faut qu'elle ait une latitude d'action et qu'elle soit capable, parce qu'elle comprend les enjeux mieux que moi, mieux que Béatrice qui est la vice-présidente, mieux que les gens du COPIL, parce qu'en fait, elle est en permanence au contact du réel de la CPTS. Est-ce que c'est un poste intéressant ? Alors c'est un poste très intéressant et très important au cœur de la CPTS. Parce que c'est comme tu le dis, c'est un poste qui est au centre de tout. Donc une coordinatrice dans une CPTS, elle a toutes les casquettes. Elle a la casquette d'organisation, elle a la casquette de coordination, enfin c'est un mot qu'on entend souvent, dans le sens où tout passe par elle pour que tout soit mis en place. Que ce soit dans la structuration des projets, dans la rédaction, de mettre en forme les projets. Elle peut proposer des idées, elle peut accompagner des professionnels dans la mise en place de certaines idées qui vont un peu dans tous les sens. Elle a la connaissance du territoire, c'est-à-dire elle est en lien régulier avec tous les acteurs. Souvent, c'est vers elle qu'on va se retourner. Et c'est à elle de voir qu'est-ce qui répond au projet de la CPTS. Parce qu'on est bien d'accord, la CPTS, elle a un projet qui est déjà rédigé, elle ne peut pas se permettre d'aller dans tous les sens. On peut réfléchir sur un projet qu'on peut les intégrer plus tard, parce que le projet d'une CPTS, ça évolue dans le temps, il n'est pas figé, il n'est pas fixe. Donc cette année, on va travailler sur un projet. Elle ne peut pas se permettre de travailler sur autre chose, mais elle peut l'anticiper pour prévoir peut-être que pour l'année suivante ou l'année d'après, ça dépend de la faisabilité du projet. Donc pour contacter les professionnels. C'est un peu un baromètre, c'est-à-dire qu'en fait, comme Ikram, elle est tout le temps dans la CPTS et la tête dedans, elle va sentir bonne ambiance, pas bonne ambiance, ça marche pas, qu'est-ce qui dysfonctionne, qu'est-ce qui fonctionne, et elle va permettre en fait d'ajuster en permanence des choses qui, pour moi, vont paraître complètement invisibles, mais parce que je suis pas dedans tout le temps, je suis sollicité, vu que je travaille à côté. Il y a deux choses que je voulais dire. La première, c'est quand on fait une CPTS, on porte des projets et on se plante. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui ne sont pas des bons projets. Et c'est en les faisant qu'on se rend compte qu'on n'a pas pris la bonne direction. Alors, qu'est-ce que je pourrais citer comme projet qui a complètement raté ? On a voulu faire des réunions distancielles en sollicitant des super spécialistes sur des thématiques qui étaient intéressantes, etc. Ça a été un échec complet. Les gens ne venaient pas, ça ne les intéressait pas. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans la construction du projet d'une CPTS, c'est que la première grande difficulté, c'est qu'on pense savoir et on ne sait pas. Parce que le réel est cruel et qu'on ne peut pas anticiper sur ce qui marche, ce qui ne va pas marcher, si c'est le bon moment. La deuxième chose, c'est qu'il faut être millimétrique, métronomique dans sa manière d'organiser les choses et penser les étapes une par une, parce qu'en fait la complexité, elle vient toujours à l'endroit où on n'a pas réfléchi, et alors qu'on pensait qu'on était un génie. Et la troisième chose, et je pense que c'est un point, Ikram, je voudrais ton avis là-dessus, c'est que on arrive dans un territoire où il y a des gens qui ont envie de participer à la CPTS, qu'ils aient compris ou pas ce que c'était une CPTS, ils ont envie de participer parce qu'ils comprennent des enjeux, et on rencontre aussi une grande hostilité ou une grande défiance.
Parce que les gens pensent qu'on est l'ARS, qu'on est, je sais pas, le Comintern qui veut attaquer la médecine libérale, alors que c'est pas le cas. Et donc toi, comment tu le vis? Comment est-ce que tu le ressens? Comment est-ce que tu prends la température? Et la troisième question, c'est comment ça évolue chez nous? Alors, la problématique numéro un pour certains professionnels qui n'ont pas compris ce que c'est une CPTS, c'est qu'ils ont peur de certaines obligations. C'est-à-dire, j'ai déjà une charge de travail qui n'est pas négligeable et que je vais rajouter autre chose. Donc, ça les freine. Du coup, la question elle revient. Donc c'est la question de la subordination. Ils ont peur que quand ils adhèrent à la CPTS, il y ait des obligations. Et des obligations. Il n'y en a pas. Alors qu'aucune obligation, aucune contrainte. C'est vraiment participer à un projet qu'on anime ou qu'on n'anime pas, mais ça permet aussi de voir les choses. Ça évolue dans le temps. Ça peut nous intéresser à un moment donné. Ça peut nous donner une idée pour mettre en place quelque chose avec d'autres professionnels qui sont dans la même, que ce soit des médecins, des paramédicaux, des acteurs du territoire qui permettent au contraire de faciliter le travail au quotidien d'un professionnel. Nous, on a des adhérents. Ils ont cotisé, ils sont adhérents de la CPTS, ils se servent d'un ou deux outils dont on vous parlera après, mais ils n'ont jamais participé à aucun projet, et donc à aucun moment on est allé les voir en leur disant « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Il n'y a pas d'obligation, très clairement. Et nous, on l'a dit aux tutelles, il n'y a pas d'obligation. Nous, on a des missions à remplir et on se donne les moyens, le COPIL, le comité directeur, de mener à bien les missions. Mais en aucun cas, quelqu'un qui serait adhérent doit être amené à obéir, à faire quelque chose alors qu'il ne souhaite pas le faire. Comment ça évolue? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que l'état d'esprit par rapport à nous a changé? Alors, ça évolue très doucement, progressivement, mais ça évolue par rapport à la première année où je suis arrivée, où il y a vraiment un frein, un blocage. J'ai entendu même des phrases genre est-ce que je serai réquisitionnée par la CPTS, est-ce que... Donc là aujourd'hui j'ai pas ce genre de questions. Il y a plus des questions pour comprendre à quoi ça sert et quelles sont mes obligations. Donc on dit bien qu'il n'y a pas d'obligation. Ça évolue, c'est que les gens viennent vers nous, proposent des choses parce qu'ils veulent interagir avec d'autres professionnels pour mettre en place quelque chose en lien avec leur activité, en lien avec, généralement souvent c'est dans le cadre de la prévention, dans la pertinence des soins pour mieux prendre en charge leurs patients. Donc tu as l'impression que ça s'améliore? Oui, beaucoup. Ça s'améliore parce que bon, maintenant c'est fréquent. Les premières CPTS sont arrivées en 2019. Donc quand même, et aujourd'hui la CPTS des Hauts-de-Bièvre, on est sur la 4e année d'exercice. Donc il y a un petit peu de recul. On voit comment ça évolue dans le temps et comment les gens viennent vers la CPTS. Je ne dirais pas qu'on n'a plus besoin d'aller vers eux pour leur expliquer, mais ils viennent vers nous pour poser des questions et comprendre ce que c'est une CPTS et qu'est-ce que ça peut leur apporter. Alors si je pouvais donner des petits tips aux collègues qui font des CPTS, dans le paysage des professionnels de santé, si je pouvais faire des cases, il y a les institutionnels, c'est-à-dire sur un territoire, on va avoir des hospitaliers qui vont d'une manière générale être ravis, que ce soit des spécialistes, que ce soit des paramèdes, ils vont être ravis de participer à une CPTS, à des projets de CPTS, parce qu'ils ont la sécurité de l'établissement. Deuxièmement, on a toutes les structures, entre guillemets, départementales, institutionnelles, comme les PMI, comme les centres de santé sexuelle, comme la maison des familles, qui sont des structures qui sont financées d'une manière ou d'une autre par l'État, qui sont un réseau incroyable médico-social. C'est-à-dire qu'il y a toujours un médecin, il y a toujours des paramèdes, ils s'occupent de problématiques qui sont à la jonction entre la santé et le social, et eux, ils sont ultra preneurs de s'occuper, de participer à la CPTS et ils en voient un intérêt. Ils y voient un intérêt. Et enfin, il y a les professionnels de santé libéraux qui sont des électrons libres, qui ont leur pratique. Parfois, c'est en groupe avec des MSP ou en groupe de spécialistes. Parfois, c'est seul dans un cabinet. Et en fait, ces personnes-là, nous, on doit les convaincre. Et si je devais te dire une chose, c'est que il ne faut négliger aucun de ces trois groupes.
Le premier groupe, il est facile à solliciter, il va vous proposer des projets. La question, c'est de faire adhérer un hôpital sans qu'il y ait de lien de subordination. Donc la difficulté, c'est de s'adresser aux soignants et pas aux directions. La deuxième partie, c'est un réseau incroyable médico-social qui va vous apporter énormément de choses et qui va participer en vous proposant des projets, même s'il faut les relancer, même s'il faut porter les projets, ils vont vous apporter de la compétence. Les derniers, c'est-à-dire les professionnels de santé libéraux, kinés, médecins, orthophonistes, diètes, psy, tout ce que vous voulez. En réalité, il faut se donner pour objectif de comprendre leurs besoins et de leur offrir sans aucune attente. Si vous répondez à un besoin qu'ils ont et qui est identifié, une hospitalisation directe, des avis de spécialistes, une aide pour la prise en charge d'un patient, trouver un remplaçant et que vous leur rendez service, alors vous allez les attacher à vous parce qu'ils vont se rendre compte que vous servez à quelque chose. Et la dernière chose, je pense qu'il faut rester extrêmement ferme sur l'indépendance d'une CPTS qui, nous, on a des relations extra avec la CEPAM, vraiment. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de problème, on a discuté avec eux, ils comprennent nos difficultés, ils nous accompagnent, ils sont enrobants quand on change d'objectif, quand on a un mauvais objectif, quand parfois ils nous regardent et nous disent votre objectif là, il n'est pas très clair. Ça a toujours été ultra pertinent. Et donc la CEPAM n'est pas du tout un ennemi et nous accompagne tout le temps. Est-ce que tu pourrais parler de nos échecs et de nos réussites ? Alors, nos échecs, nos réussites. Bon, je vais commencer un petit peu par les échecs. Tout à l'heure, tu as évoqué les réunions en distanciel en abordant des thématiques médicales, c'est-à-dire inviter un spécialiste pour parler d'un sujet. C'est un peu de formation-information. Donc, c'était un échec dans le sens où on n'arrive pas à attirer les gens, à avoir leur intérêt pour ces thématiques ou pour ces projets. On a quand même un territoire qui a plus de 1200 professionnels de santé libéraux. On s'est retrouvé avec des soirées où pourtant on choisit bien le temps pour que les gens soient disponibles et on se retrouve avec même pas une dizaine de personnes. Et je vous le dis, ça fout les boules. Ah oui, ça, parce que c'est vraiment, enfin moi, même pour des thématiques, pour l'utilisation des outils, notamment la télexpertise, que ce soit Omnidoc. L'amylose cardiaque. Moi, je me suis retrouvée avec 0 participant. Et j'ai dû, voilà, on a attendu, on est resté un petit peu et puis on a annulé la réunion parce qu'il n'y a pas de participants. Et ça, c'est vraiment un échec total parce que ça demande déjà beaucoup d'énergie pour pour organiser, pour planifier la réunion et les invitations. Et finalement, on se retrouve avec 0 participants. C'est vrai que c'est un échec total. Par contre, ce qui était bien, c'est vraiment l'alternative à ça, c'est de proposer des soirées avec 3-4 thèmes où il y a vraiment ce côté convivial, il y a ce côté où il y a un échange et aborder des sujets, pas pendant 1 heure, mais vraiment 5-10 minutes, 15 minutes max de présentation sur une actualité. C'est pas pour apporter une science, mais c'est juste pour donner une actualité par rapport à quelque chose qui existe déjà, qu'ils ont peut-être connaissance, mais qui n'ont pas l'info à la date où on présente. Alors nous, on appelle ça les soirées actualités, les soirées actu. On les organise dans des endroits divers. S'il y a un buffet, c'est pluriprofessionnel. Alors on a notre noyau dur de 30 à 40 personnes qui viennent. Alors on est loin des 1000, ça c'est une certitude, mais en vrai, tous les gens qui ont des CPTS, tous les gens qui s'occupent de CPTS, qui sont dans des responsabilités dans les CPTS, il y a un noyau de gens qui participent, qui sont surimpliqués, et après il y a les autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se servir de ce que fait la CPTS, mais ils ne vont pas avoir envie de s'investir en termes de temps, ce qu'on peut comprendre quand on a une journée de 12 heures, qu'on travaille 6 jours sur 7. Voilà, le temps, les gens manquent de temps, les gens sont sursollicités. Et donc, la question, c'est celle de la pertinence de la sollicitation. Et c'est pour ça qu'il faut solliciter, proposer des choses, mais il faut aussi donner des outils et donner des solutions. Est-ce qu'il y a un autre truc où on a été pourri ? L'installation de médecins sur un territoire. Oui. Alors là où il y a eu un échec. Alors l'échec, vraiment, ça c'est un échec. On donne pas de nom. Déjà l'accompagnement pour l'installation et
La finalité, c'était de créer une maison de santé pluridisciplinaire. Sauf que l'installation du médecin, c'était un échec par rapport aux conditions d'installation. C'est pas le médecin, c'est pas la création ou l'information pour la création de la MSP, mais c'était les conditions autour. Les impondérables qui ont fait qu'on s'était retrouvé avec 2 médecins et un infirmier en pratique avancée dans une commune où il n'y avait plus de médecins et que ça n'a pas marché. Alors, on n'est pas maître. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de responsable, c'est pas ça. Ça n'a juste pas marché. Et c'est un gros échec parce que ma conviction et la conviction de Béatrice et la conviction de l'équipe, c'est que les MSP, c'est un truc incroyable pour permettre aux gens de s'installer et que ça n'a pas marché. Et franchement, ça a été... on l'a mal vécu. Oh, sérieusement, on l'a super mal vécu. Alors là, ça fait 2 gros échecs. Est-ce qu'on pourrait reparler de... des réussites. D'un autre truc qui aurait pu rater? On a des difficultés institutionnelles, c'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux avec lesquels on travaille, mais en fait, ils sont paralysés par une inertie locale, encore une fois, un impondérable, ce qui fait qu'en fait, on pourrait travailler avec eux, mais on ne travaille pas avec eux, parce qu'ils ont des changements, des machins, des trucs, des difficultés internes, qui font que les projets, ils sont préconstruits, qu'on pourrait avancer. Mais qui n'avancent pas. Et ça n'avance pas. Et c'est usant. En fait, un projet qui n'avance pas, sachez-le, c'est usant. Alors, c'est vrai, là, ça rentre la problématique de la temporalité. C'est-à-dire, on n'a pas la même temporalité dans l'avancement des projets. Dans un établissement, dans un hôpital, il y a quand même une certaine hiérarchisation et il faut soumettre au directeur, je ne sais pas, enfin, il y a quand même une pyramide qui parfois, ça peut prendre beaucoup de temps et tout le monde ne voit pas les mêmes intérêts. Donc, il y a aussi le changement de personnel. Parfois, ça tourne. Aujourd'hui, on est face à une personne qui comprend et demain, cette personne, elle change de poste et du coup, on repart à zéro. Et c'est ce qui fait qu'on a un peu... il y a quand même eu cet échec par rapport à certains projets. Voilà, il faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, oui. Mais c'est décourageant. L'exemple dont je parle, ça fait 3 ans qu'on est dessus, ça fait 3 ans qu'on relance, qu'on nous dit oui, qu'il se passe rien. Et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de la méchanceté, c'est juste ça avance pas. Et c'est vrai qu'un projet qui stagne pendant 3 ans, on commence à un peu lâcher. Il y a plus de sérotonine. Il y a plus de sérotonine sur le sujet. Plus la même motivation qu'au départ dans la présence. 3 trucs vraiment extrêmement pénibles. Maintenant, des exemples de trucs qui fonctionnent bien. Qui fonctionnent bien. Par exemple, donne un exemple de truc qui ne fonctionnait pas et qui s'est mis à fonctionner. Il fallait du temps. Alors, le truc déjà pour la vidéo, on a eu du mal déjà pour mettre en place cette chaîne de santé. Ça fait combien de temps qu'on est dessus? 1 an? Ça fait 2 ans. 2 ans? Ça fait 2 ans. Entre l'idée et le moment on a commencé par une première expérience qui est ratée et puis après le temps de tomber sur la bonne personne pour pouvoir concrétiser ce projet. Alors je dis ça, c'est en fait la CPTS confronte à une temporalité différente de la clinique. Quand on voit un patient, qu'on soit médecin, kiné, infirmier, diète, etc., on est dans l'action. La CPTS, c'est un projet et donc on doit comprendre que la temporalité, elle est complètement distordue et que les choses prennent du temps et que même un bon projet peut mettre du temps à décrocher. Et donc là, on va en parler d'un projet qui a mis du temps. Après, voilà, ce que je veux rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'une CPTS, ce n'est pas un établissement de soins. Il n'y a pas de soins dans une CPTS, contrairement à une MSP. Donc c'est ça, le rapport, c'est que, par exemple, quand on est face au patient, on peut mettre en place un projet, c'est tout de suite concrétisé parce qu'on est en lien direct. Alors qu'une CPTS, c'est pas un établissement de soins, donc c'est un projet qui se construit entre professionnels et chacun sa temporalité, chacun son appréciation du projet pour le faire fonctionner. Alors, là, on va faire un jeu. Tu dis un truc qui a marché, je dis un truc qui a marché, on alterne. On a moins d'1 minute chacun à chaque fois. Alors, je commence. Oui. Un truc qui a marché. Ouais. Télexpertise. Vas-y, explique. Alors, la télexpertise. Au début, c'était pas évident.
parce que, alors je dois regarder ma caméra, Bah oui, désolée, c'est mieux, parce que je te regarde du coup. La téléexpertise. Donc déjà, le choix d'avoir un outil de téléexpertise. Au début, la CPTS, ça n'a pas marché parce que les gens ne se sont pas appropriés l'outil dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'était compliqué pour déjà d'avoir autant de spécialistes, donc de faire évoluer un peu le réseau de la CPTS dans la téléexpertise. Ensuite, progressivement dans le temps, c'est le fait d'expérimenter, de tester une fois, puis 2 fois. Les gens, ils ont trouvé ça intéressant et aidant. C'est-à-dire, moi, je suis médecin généraliste, j'ai un patient, je demande une téléexpertise à un spécialiste, un dermato, j'ai une réponse dans les 48 heures, je peux directement orienter, prescrire, répondre à mon patient tout de suite. En plus, c'est conventionnel, c'est-à-dire c'est facturable, que ce soit pour le médecin qui demande, qui est le récurrent, que ce soit pour le médecin spécialiste qui répond, qui est le requis. Et c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Et ça aussi, Et aujourd'hui, c'est ça un marche acte. ou pas? Alors ça marche, enfin ça marche très bien. Parce que déjà, on a un réseau qui a 18 filières de téléexpertise, c'est-à-dire 18 spécialités. Il y a ce panel de spécialités qui aide, on va dire... On a dit 1 minute. Pardon, mais tu me poses la question. 1 minute. Donc oui, aujourd'hui, ça marche très bien. Surtout qu'on propose un panel de plus de 18 filières de téléexpertise. Alors moi, je vais prendre l'autre outil, c'est PandaLab. On a pris un outil qui s'appelle PandaLab, qui est une messagerie sécurisée, qui permet à nos adhérents de communiquer entre eux. Et au début, c'était qu'un cas, les gens s'en servaient pas, et c'est pour parler de la temporalité. Et maintenant, PandaLab, les gens s'en servent, se posent des questions, donnent des cas cliniques, demandent des services aux collègues, annoncent des activités qu'ils font. Et donc, ça fonctionne. Ça fonctionne et les gens se l'ont approprié, se sont appropriés l'outil et ont compris à quoi ça servait. L'activité physique adaptée, c'est un projet, en accompagnant une kiné spécialisée en scénologie. C'est un projet d'accompagner des patientes post-chirurgie cancer du sein. La CPTS finance une partie, les 10 séances, une partie des séances d'activité physique adaptée. Aujourd'hui, on était à 0 et là on est à 6 patientes. 7 voire 8. Il y en a. Autre projet qui a fonctionné, infirmière en pratique avancée. On s'est approché des EHPAD du territoire et en fait ils étaient confrontés pour beaucoup à des patients orphelins sans médecin traitant et on a sauté sur le dispositif qui permettait aux médecos d'être déclarés comme médecins traitants et on a installé ou en tout cas fait rentrer dans l'EHPAD une infirmière en pratique avancée qui travaille avec le médecin et qui prend en charge des patients qui n'avaient plus de médecin traitant. Alors là, il y a une structure où il y a 35 patients. Là, on est en contact avec une autre structure qui en a 65. Voilà. Un truc ex nihilo, ça fonctionne et ça sert aux patients, ça sert aux structures. La formation du personnel des EHPAD. Donc c'est une formation qui était à la demande des EHPAD de former le personnel AS, IDE. AS, c'est aide-soignante. Donc aujourd'hui, on a 2 modules, l'anatomie de la personne âgée, comportement à avoir en cas d'urgence. Et donc ça fonctionne. Et donc il y a de plus en plus d'EHPAD qui le demandent. Je vais parler d'un et après toi tu vas parler d'un dernier et on va s'arrêter. C'est quoi le dernier pour moi? Le dernier pour toi, c'est Julie. Qu'est-ce qu'elle a, Julie? C'est Julie, c'est un projet qui est porté et qui avance, mais tu vas en parler. C'est toi qui en parles mieux que moi de Julie. Non. C'est ton projet. Un autre projet réussi, c'est la formation des pharmaciens au tri des patients en officine. C'est une formation dispensée par un médecin, qui est le président de la CPTS, un médecin urgentiste, qui permet aux pharmaciens de trier des patients avant de les orienter soit vers les urgences, soit en appelant le 15, en collaboration avec la fac de pharmacie. Ça veut dire que c'est validant et ça fait partie d'une UE. Et donc on est super fiers. Et enfin, on travaille avec la faculté de Nanterre et l'UPEC sur un diagnostic territorial de la prise en charge de la maltraitance infantile par les professionnels de santé, avec une étudiante en Master 2 qui, je l'espère, avec un CIFRE
pourra faire son doctorat avec nous sur une intervention pour améliorer la prise en charge de la maltraitance infantile sur notre territoire par les professionnels de santé. Il y a d'autres projets, on pourrait ne pas s'arrêter, on est assez content parce que ça avance, il y a de la prévention, il y a du aller vers les patients sur l'obésité, sur le diabète, avec des ateliers, il y a les FGSU2 et FGSU1 qu'on a stimulés, on a négocié des tarifs pour les professionnels de santé pour se former, on peut faire énormément de choses. Donc voilà, une CPTS, c'est une structure associative qui a un financement de l'assurance maladie qui repose sur 6 missions socles dans lesquelles on peut mettre des projets qui répondent aux besoins de notre territoire et qui permet aux professionnels de santé, de porter des projets personnels parce qu'on pense que ça va être bénéfique pour les patients ou pour les confrères. Ça va permettre d'améliorer la prise en charge des patients et ça peut améliorer l'activité et les pratiques sur notre territoire. Donc, une CPTS n'est pas un asservissement, une CPTS n'est pas une obligation. Une CPTS, si on s'investit dedans, je pense que ça peut apporter beaucoup de choses et ça peut créer un peu comme ce qu'on pouvait avoir à l'hôpital, c'est-à-dire une équipe qui travaille ensemble avec un projet commun, mais sans chef. Parce que dans une CPTS, bon, un président, c'est un titre, c'est parce qu'on s'investit, parce qu'on travaille ou parce qu'on l'a construit au début, mais il n'y a pas de chef. On a tous le pouvoir de porter des projets et donc il n'y a pas de hiérarchie. Toutes les CPTS sont différentes. Et alors oui, Ikram me dit, il n'y a pas deux CPTS qui sont les mêmes. Ce sont des projets vraiment locaux. Quand on va sur Rouen, quand on va dans la Sarthe, quand on va à Valence, quand on va dans des milieux ultra ruraux, les problématiques sont complètement différentes. J'ai rencontré des gens d'une CPTS du 77, c'était 15 communes et c'était niveau 3. Donc 15 communes niveau 3, c'est vous dire qu'ils étaient à 130 000 patients, 130 000 âmes qui étaient réparties sur 16 communes. Ils ont des super beaux projets qui répondent à leurs problématiques. Moi, il y a un projet qui m'a marqué et que j'aimerais bien avancer sur notre territoire. C'est une collaboration entre professionnels de médecins, kinés et coachs sportifs pour avoir une sorte de continuum dans la prise en charge des patients qui nécessite une prise en charge, on va dire, kiné-sport, puis sport, et ne plus avoir libéré des places. Enfin, bref, un très très beau projet qu'ils ont mené à bien. On espère pouvoir le faire un peu plus tard. Voilà, j'espère qu'on a cassé des trucs sur ouais, on est des prisonniers, ouais, c'est l'ARS qui veut nous dominer, ouais. Non, c'est pas vrai du tout. C'est une association de professionnels de santé qui bénéficie de moyens avec des contraintes que je trouve minimales pour améliorer les pratiques et la prise en charge des patients et d'avoir des très très beaux projets sur un territoire. Merci beaucoup. Merci David. Et j'espère qu'on vous a convaincu.